Vous écoutez Le loup-garou et le chaperon? Un livre écrit par Sophie Gamache et lu par la voix modélisée de Guy Nadon. La métamorphose. Je savais que si j'avais une petite chance de le tuer, c'était cette nuit. Durant la pleine lune d'octobre, la plus lumineuse de l'année, j'avais lu les signes et ils ne trompaient pas. Le ciel était parfaitement dégagé, le vent était tombé et la forêt était silencieuse. On aurait dit que tous les animaux, plantes, insectes et oiseaux s'inclinaient devant cette bête majestueuse. Je le traquais depuis maintenant une semaine. Durant la journée, j'avais suivi ses traces, humé ses fientes encore fumantes et aperçu les branches et brindilles brisées sur son passage. Depuis que je l'avais entrevu très brièvement au sommet d'une colline, cette vision me hantait continuellement. Une créature magnifique, probablement le plus gros et le plus bel orignal qu'il m'ait été donné d'apercevoir. Je savais que si je réussissais à l'atteindre d'une seule et puissante flèche directement au cœur, le cervidé s'écroulerait et j'aurais alors suffisamment de nourriture et de peau pour passer tout un hiver à l'abri du froid, sans avoir à chasser d'autres gibiers. À moitié abénaquis par ma mère, il me répugnait de faire souffrir les bêtes. Je chassais uniquement pour assurer ma survie. À la mort de ma mère, j'ai hérité de notre cabane dans la forêt. Loin du village, cette vie d'ermite me convenait parfaitement. Enfant, lorsque mon père était encore de ce monde, il m'obligeait à l'accompagner lors de ses visites au marché du village. Il s'y rendait afin de vendre la peau des castors que ma mère et lui avaient piégés. En échange des pièces obtenues, il achetait de la farine, des épices et parfois quelques douceurs pour ma mère et moi. Mais nous n'avions pas besoin de grand-chose puisque mère connaissait par cœur les plantes et les animaux de la forêt. Et puisque nous avions un beau potager à côté de notre cabane, nous assurions notre subsistance nous-mêmes. Je n'aimais pas ces visites au village. Les autres enfants me regardaient d'une drôle de façon. Ils m'appelaient l'Indien, même si mon père était un blanc qui portait tout ce qu'il y a de plus blanc comme prénom, Joseph. Tandis qu'il était occupé à marchander ses peaux ou des victuailles, les enfants me harcelaient et me lançaient des pierres. Ça se terminait souvent en bagarre, et mon père devait alors intervenir. Je me souviens d'un jour en particulier. Pourquoi ce jour exactement? Probablement parce que cette fois-là, je me suis rendu compte que les villageois avaient peur de moi, car je ne ressemblais en rien aux autres enfants de mon âge. « Alfred, laisse ce garçon tranquille » avait crié mon père en m'empoignant par le col de ma chemise pour me dégager du garçon dont je frappais le visage avec hargne. « Mais père, c'est lui qui a commencé. Il m'a traité d'Indien et m'a lancé une pierre. » « Ça suffit » avait hurlé mon père en me poussant vers la sortie du village. J'ai essuyé mon nez ensanglanté sur ma manche déchirée et j'ai marché derrière mon père, qui transportait un sac en toile rempli de sel et de farine. C'est alors que j'ai vu le regard des villageois. Ils me dévisageaient tous fixement, comme si j'étais une bête étrange et dangereuse. Je voyais bien qu'ils avaient peur. Mais moi, je ne traitais pas les enfants de monstres. Ce sont eux qui me jetaient des pierres et m'insultaient. Moi, je ne demandais rien à personne. De retour à notre chère cabane, mon père raconta à ma mère ce qui s'était passé. « Mahigan, fais attention lorsque tu vas au village » me sermonna doucement ma mère en nettoyant délicatement mes blessures avec de l'eau de source. « Mais mère, ce sont eux qui ont commencé. »« Je sais, » soupira ma mère. « Mahigan, tu sais ce que ton nom signifie? Il signifie le loup et c'est un nom très fort, tout comme toi. Il faut que tu en sois digne, sois noble, même si tu es défié, tout comme le ferait un grand loup alpha. Mais père dit que mon véritable nom est Alfred et que je ne dois pas me faire appeler par mon nom de sauvage à l'extérieur de notre cabane. N'aie jamais honte de ton prénom, mon fils. C'est ton totem et ta protection. » Sur ces mots, ma mère sortit la cabane et je les entendis, mon père et elle, se disputer une fois de plus. Ma mère avait l'habitude de me dire qu'ils s'adoraient, mais qu'ils avaient beaucoup de difficultés à se comprendre, étant donné que papa pensait comme un blanc, tandis que de son côté, elle vivait en communion avec la nature. J'aimais croire que j'avais hérité de cette fusion et que l'esprit du loup habitait en moi.
C'est pourquoi cette nuit-là, je me préparais pour une longue chasse au clair de lune. Mon arc était prêt, et je m'étais assuré d'avoir suffisamment de flèches bien pointues et tranchantes. Je ne voulais pas faire souffrir mon orignal, je tenais à l'atteindre d'un seul et puissant tir, comme le faisaient les ancêtres de ma mère. Le crépuscule se terminait enfin pour faire place à la nuit profonde. Je pris le temps de boire une bonne tasse de thé fumant et de prier l'âme de l'orignal de me pardonner d'aller à sa rencontre. Je priais également mon totem du loup en espérant qu'il m'aiderait dans ma quête. J'empoignai mon arc et le suspendis à mon dos, de même que mon carquois et mes flèches. Ceci fait, j'ouvris la porte de ma cabane et humai l'air frais de l'automne, déjà bien avancé. La lune était pleine, parfaitement ronde. Elle était si brillante qu'on voyait presque comme en plein jour. Je pouvais même voir les formes sur le disque lunaire, ce qui était un bon présage pour cette chasse nocturne. Les sens aux aguets, je marchais dans la forêt en suivant les traces de mon orignal. Voilà une semaine que je le traquais. Aussi avais-je une bonne idée de la direction à prendre. On n'entendait aucun bruit dans la forêt. Je marchais comme ma mère me l'a appris, sans faire le moindre bruit. Soudain, j'entendis au loin les craquements distinctifs de l'orignal qui avançait. Comme le loup qui guette sa proie, je m'enfonçai parmi les arbres et me fondis dans la forêt. Les bruits réguliers des pas de ma proie se rapprochèrent, si bien que je sentais les battements de mon cœur s'accélérer et l'adrénaline envahir mon corps. Je me forçais à me calmer et pensais aux enseignements de ma mère. Il me fallait faire un avec la nature, ne pas me laisser submerger par elle. Je ralentis alors ma respiration et petit à petit, les battements de mon cœur redevinrent réguliers. Je repris ma marche, plus confiant encore. C'est alors que j'entendis au loin un hurlement de loup, un seul et long hurlement. Habituellement, les loups se déplacent en meute. C'est pourquoi je restais sur mes gardes. Il est vrai que si j'avais flairé l'orignal, des loups l'avaient assurément senti eux aussi. Je me déplaçais prudemment, tout en demeurant vigilant. Puis un nouveau hurlement se fit entendre. Cette fois, c'était beaucoup plus près de moi. Je scrutais la forêt. Je ne voyais ni orignal, ni loup. La forêt était subitement devenue silencieuse. J'attendis quelques secondes. Les battements de mon cœur s'accélérèrent de plus belle. J'eus beau essayer de me calmer, rien n'y fit. La forêt au grand complet devait entendre mon organe tant il faisait du bruit. Dans ma ceinture en cuir se trouvait un grand couteau que j'empoignai solidement. Si un loup voulait m'attaquer, il valait mieux me défendre avec une lame plutôt qu'avec mon arc. À présent, j'avançais en position courbée en regardant où je mettais les pieds afin de me faire le plus silencieux possible. Il m'arrivait parfois de faire des détours pour éviter d'être dans le vent et d'attirer les loups. Un autre hurlement se fit entendre, puis un autre et encore un autre. Ces sons se rapprochaient dangereusement. En écoutant bien, je constatais que tous ces cris lugubres n'étaient poussés que par un seul loup. Se pourrait-il que la bête soit seule, me demandai-je. Je l'espérais. Je pouvais me défendre contre un seul loup, mais contre toute une meute, ce serait difficile. Je décidai donc de ne plus bouger et d'attendre. Je restai là, tapi derrière un grand sapin, en contemplant durant quelques secondes l'astre blanc dans le ciel. Puis je le vis. À 10 mètres devant moi surgit mon orignal. Il était magnifique, le plus bel animal que je n'avais jamais vu de ma vie. Il était énorme. Ses bois étaient majestueux et sa coupe d'une belle robe châtaine. La bête ne m'avait pas vu. Elle fixait l'horizon et humait l'air. Il était évident qu'elle avait elle aussi entendu le loup et qu'elle cherchait où il pouvait se cacher. Je restais là à observer mon orignal tout en écoutant les hurlements pour déterminer s'il se rapprochait. J'attendis 1 minute, puis 2. Rien. Pas de loup à l'horizon. Je me décidai donc à revenir à mon plan de départ et à me concentrer sur mon orignal. Délicatement, je replaçai mon couteau à ma ceinture et empoignai mon arc. Je sortis une flèche de mon carquois, la fixai à mon arc et retins ma respiration. L'orignal ne bougeait pas. La tête relevée, il était éclairé par la lune.
Je voyais ses bois fièrement dressés, alors que ses sabots donnaient des coups sur le sol. Je levai la tête et tendis mon arc et la flèche au maximum. Je me donnais un élan et m'apprêtais à tirer. Alors que ma main allait lâcher la pression sur la corde de mon arc, un terrible grognement, tout juste à côté de ma nuque, me fit dresser les cheveux sur la tête. Je relâchai la tension sur la corde et une terrible douleur me transperça le cou. Ma flèche partit dans les airs et mon arc tomba sur le sol. Tandis que je tombais par terre, je vis, entre une touffe de poils gris et noirs, mon superbe orignal partir au galop et s'enfoncer dans la forêt. Un loup énorme avait accroché ses crocs dans ma gorge. Ses dents transperçaient ma chair comme si elles n'offraient aucune résistance. Un mélange d'odeurs de terre humide, de sang et de poils me montait au nez. J'essayais de repousser cet énorme loup gris, mais ses griffes déchiquetaient ma peau, ses dents me mordaient partout et son corps m'écrasait de tout son poids au sol. Je hurlais à mon tour, pendant que ma main tentait d'attraper mon couteau, mais ce fut peine perdue. Ce loup était beaucoup trop puissant. Je sentais mes forces m'abandonner. La douleur était si intense que je ne sentais presque plus mes membres. Des yeux jaunes fendus d'une pupille noire très ovale me regardaient et fixaient mon âme. J'en appelais alors à mon totem. « Maïgan, protège-moi !» Le museau de mon adversaire se trouvait à présent au-dessus de mon visage. Je voyais ses crocs pointus et ensanglantés alors que sa bave coulait sur mon visage. Tout en grognant, il me regardait droit dans les yeux. Son haleine était irrespirable. Ses deux pattes avant étaient solidement appuyées sur mon bras gauche et ma poitrine, si bien que ses griffes s'enfonçaient dans mes chairs et les mettaient en lambeaux. La douleur était atroce, mais aucun cri ne sortait de ma gorge, tant je peinais à respirer avec tout ce poids sur mon corps. Soudain, le loup leva la tête vers la lune et poussa un ultime hurlement à me rendre sourd. Je profitais de ce moment de relâchement pour récupérer mon couteau, puis, à l'aide de mon bras libre, j'enfonçai la lame acérée dans la gorge de la bête. Le sang gicla en un long filet sur mon visage, et le loup baissa ses yeux jaunes vers moi, visiblement surpris de mon audace. Tandis que je le voyais perdre des forces et la vie, ses pupilles fixèrent les miennes, et je sentis son âme se souder à la mienne. Et là, en cet instant où mes propres forces m'abandonnaient et que les battements de mon cœur ralentissaient de plus en plus, une étrange sensation s'empara de moi, une sorte d'engourdissement. Cette douleur atroce qui devenait de plus en plus insupportable s'envola comme par magie. Mon âme quitta mon corps et s'évapora dans les airs. Je me tournai pour contempler ces deux corps inanimés entremêlés sur le sol. Je vis un loup énorme, monstrueux, presque entièrement couché sur le corps d'un homme frêle, apparemment lui aussi sans vie. Ce dernier avait les yeux grands ouverts, et je constatais sans émotion aucune que j'étais cet homme. Je me sentais aspirer vers la lune et le ciel, mais alors qu'une paix immense m'envahissait et que je me portais si bien, je fus vite aspiré par ce corps d'apparence si faible. J'avais beau vouloir retourner vers la lumière, rien n'y fit. Je ne pouvais que rejoindre ce corps. Puis, juste au moment où j'y revins, une autre âme y pénétra au même instant. C'était l'âme du loup. Je n'essayais même pas de résister tant j'étais faible. J'accueillis donc cette nouvelle force et fermai les yeux. Après quoi je restais là, couché sur la terre imbibé de tout ce sang, le mien et celui du loup. Je contemplais la lune sans bouger. Toute la douleur qui avait disparu revint avec une telle violence que c'était à peine endurable. Je finis par m'évanouir. Lorsque je repris mes esprits, l'aube se levait. Le corps du loup devenait de plus en plus rigide. J'éprouvais toutes les peines du monde à le pousser sur le côté pour me dégager. Une fois débarrassé de ce poids encombrant, je peinais à me relever. Mon corps était en loques. Mon avant-bras droit était complètement ouvert et j'avais les os en saillie. Des lambeaux de peau pendaient de mon cou et de mon visage. Non seulement j'avais les mains ensanglantées, mais de plus, il me manquait 2 doigts. Mes flancs étaient ouverts et mes vêtements en lambeaux. Je ne comprenais pas comment je pouvais même encore respirer. Je souffrais d'une douleur indescriptible.
Je ramassais ce qui restait de mon arc, visiblement cassé durant la bataille, et m'appuyais dessus pour marcher. Tant bien que mal, j'avançais entre les arbres et retournais vers ma cabane, non sans laisser des traces de sang tout le long de mon chemin. Sans savoir comment, je parvins miraculeusement à ma cabane pour ensuite m'écrouler sur mon petit lit. J'y restais des jours et des jours, incapable de me lever, en proie à une horrible fièvre qui ne partait pas. Je rêvais de loups, de la lune et de sang. Je sentais mon corps se transformer. De quelle façon? Je l'ignorais, mais j'avais l'impression de ne plus être moi, de ne plus être seul, comme si une entité s'était emparée de moi. Je rêvais de ma mère, du jardin qu'on faisait ensemble, des plantes qui guérissaient et des mixtures qu'elle me faisait boire lorsque j'étais malade. D'ailleurs, je devais absolument me préparer ces mixtures si je voulais guérir, mais je peinais à bouger. Le temps passait. Le jour, je voyais les rayons du soleil passer sous ma porte et par la fenêtre, tandis que la nuit, c'étaient les étoiles qui brillaient à ma fenêtre. Depuis combien de temps étais-je couché dans mon lit? Je n'aurais su le dire. J'avais perdu toute notion du temps. Les jours semblaient raccourcir et il faisait de plus en plus froid. L'hiver approchait. Mais étrangement, plus le temps passait, plus mes blessures guérissaient. Pour finir, ma fièvre finit par tomber. Puis, au beau milieu d'une belle journée ensoleillée, je parvins à sortir de mon lit. Une faim terrible me tenaillait. Je contemplais mes mains qui avaient cicatrisé. Là où il y avait mes doigts, une bosse étrange et très dure s'était formée. J'examinais mon corps de plus près et constatais que toutes mes plaies s'étaient refermées. Certes, ce n'était pas joli à voir. J'avais d'énormes cicatrices sur tout le corps, j'étais sale et je devais certainement dégager une odeur épouvantable, même si à ce moment je sentais une forte odeur de terre. J'ouvris la porte et écoutais les bruits de la forêt. Étrangement, j'entendais toutes sortes de sons que je n'avais jamais entendus auparavant, comme si mon ouïe était décuplée. J'entendais le chant des oiseaux, le bruit du vent, et même, très loin dans la forêt, les pas des chevreuils sur les feuilles mortes et les frottements du lièvre dans son terrier. Je m'approchais de ce qui restait de mon jardin et y cueillis une grosse carotte que je m'empressais de mordre à belles dents. Moi qui adorais depuis toujours les légumes, je trouvais le goût fade et métallique. Cette carotte ne me sustentait en rien. Mon estomac criait de plus en plus famine. C'est alors qu'un petit Suisse passa près de moi. Sans réfléchir, je bondis dessus et lui brisai la nuque d'une poigne rapide et vigoureuse. Ensuite, j'enfonçai mes dents dans cette chair fraîche et savourais le goût du sang encore chaud. Je sentais mes forces revenir et découvris que cette viande, même maigre, me ravigotait. Je croquais même les petits os de cette pauvre bête qui s'était trouvée sur mon chemin et me délectais de la petite moelle qui s'y trouvait. Une fois mon repas terminé, je m'assis par terre. « Mais qu'est-ce qui m'arrive » me demandai-je. Moi qui me considérais comme un pacifiste, un ami des animaux, je ne tuais jamais pour le plaisir, juste pour me nourrir, et ce, sans excès. Auparavant, jamais je n'avais mangé un animal cru, et pourtant le goût était exquis. Mieux que toutes les viandes cuites que j'avais mangées dans ma vie, en fait, et quel regain d'énergie! Je me sentais revivre. J'essuyais le sang du Suisse qui coulait encore de ma bouche, me levais lentement et me dirigeais vers le petit ruisseau qui coulait près de ma cabane. Je pris alors le temps de contempler mon image à travers le miroir que l'eau créait à sa surface. Quel spectacle! J'avais le regard vide et mes yeux semblaient sortis de leurs orbites. J'étais maigre à faire peur, mes cheveux étaient sales et tout mon corps était recouvert de sang croûteux et noir. De plus, d'horribles grosses plaies se voyaient sous mes vêtements sales et déchirés. Je pris le temps de me dévêtir complètement et de m'immerger dans le ruisseau. L'eau était glacée. Tandis qu'en temps normal, elle m'aurait transpercé le corps comme l'auraient fait des dizaines d'aiguilles, je m'y sentais étrangement plutôt bien. Pourtant, l'hiver se trouvait à nos portes.
Je frottais vigoureusement toutes les croûtes de sang séchées, toutes les plaies, et essayais de mon mieux de ressembler à l'homme que j'étais auparavant. Alors que je me lavais, je ressentais comme jamais tout ce qui m'entourait. J'humais l'air frais, et d'infinis parfums me parvinrent. Je pouvais sentir avec précision l'herbe humide, les feuilles mortes, les excréments des petits rongeurs, ma propre odeur, celle du sang séché qui persistait, malgré mes efforts pour m'en débarrasser. Et j'écoutais. Tous les sons de la forêt me semblaient plus forts et beaucoup plus près de moi qu'auparavant. En me concentrant très fort, je percevais même, au loin, les rires et les discussions des villageois, comme si tous mes sens s'étaient décuplés. Je retournai à ma cabane et entrepris de nettoyer mon petit lit complètement taché de sang. Or, bien qu'il me manquât 2 doigts et que mon corps fût blessé à différents endroits, une force nouvelle semblait couler en moi. Pour la première fois de ma vie, je me sentais vivre pleinement. Par la suite, j'ai tenté à 5 reprises de manger des légumes, du pain et autres victuailles que j'aimais jadis, mais j'ai dû admettre que je ne digérais plus du tout ce genre de mets. Non seulement la nourriture que j'affectionnais auparavant ne me disait plus rien, mais de plus, elle m'affaiblissait. Je préférais, et de loin, le goût de la viande fraîche. J'avais bien essayé de cuire du petit gibier comme je le faisais autrefois, en l'embrochant et en le faisant rôtir au coin du feu, mais la saveur de la viande m'apparaissait terne et ne m'apportait aucune joie ni aucun bénéfice. Si bien que je me sentis à nouveau faible, jusqu'à ce que je décide de retenter l'expérience et d'attraper un lièvre que cette fois je dévorais vivant. Sans prendre la peine de lui tordre le cou, j'ai mordu dans sa chair à belles dents. Que de satisfaction et de bien-être je ressentis en voyant la vie le quitter alors que je buvais son sang encore chaud et que son petit cœur cessait de battre. C'est d'ailleurs son cœur qui me procura le plus de réconfort lorsqu'il fondit sous ma langue. Comme c'était bon et tendre. Bien que ce repas m'apportât du réconfort, il ne me sustenta malheureusement que quelques jours. Je découvris que pour conserver toute ma force et mes nouvelles capacités, je devais consommer régulièrement de la viande fraîche. C'est pourquoi je me mis à arpenter la forêt durant la nuit, à la recherche de petits gibiers. Plus je consommais de viande fraîche, plus mes forces me revenaient, plus mes cicatrices cédaient leur place à de nouveaux muscles. Une vitalité nouvelle et une énergie sans limite. J'étais capable de marcher et de courir durant des heures sans jamais me fatiguer. De nouveaux attributs physiques étaient même apparus sur mon corps, comme mes canines qui s'étaient allongées. On aurait dit des crocs de loup. De plus, mes ongles étaient devenus aussi longs et durs que des griffes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.